Nous recevoir chez vous, comme annoncé, nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'ancien député Théodore Monteil. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir également à El Amad Thiam, président de Justice sans frontières. Merci, bonsoir Abdoulaye Mcheder. L'Assemblée nationale a adopté les résolutions d'accusation de 5 anciens ministres de l'ancien régime. Il s'agit de Mansour Faye, Moustapha Diop, Sophie Gladima, Ndeye Sali Diop Dieng et Ismaël Madior Fall. Alors, honorable Monteil, vous avez suivi cette journée parlementaire. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces résolutions d'accusation, de ces ministres qui vont déférer devant la Haute Cour de justice, selon vous? Alors, merci beaucoup, M. Der. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que d'abord, il y avait un très très grand calme, un calme de cimetière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai eu l'impression qu'on avait des députés qui étaient à la fois procureurs, juges d'instruction et même juges. J'ai eu l'impression d'avoir des députés qui caractérisaient des gens, qui portaient déjà des jugements, mais qui dans le même temps cherchaient à justifier leur position. Et je dis toujours, un député n'a pas à se justifier. Il n'a pas à justifier de ce qu'il est en train de dire. Donc s'il est en train de se justifier, ça veut dire que lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il est en train de faire. Donc si on entre dans le fond, je vous donnerai mon avis sur ce qui a été fait, sur la mise en accusation, sur la notion de haute cour de justice et même sur la procédure qui a été suivie pour en arriver là. Que pour moi, n'est pas très clair dans nos textes, parce que quand on va à la source des 3 textes qui parlent de la haute cour de justice, que sont la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la loi 2002-20 sur la haute cour de justice, vous vous rendrez compte que l'initiative de la mise en accusation n'a été clarifiée dans aucun des textes. Il n'appartient pas au ministre de la Justice d'écrire à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun texte qui lui donne ces prérogatives-là. Mais pourtant, ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première, mais justement, c'est pour ça qu'on doit revisiter nos textes, notre constitution, notre règlement intérieur. Certaines lois organiques souffrent de vide sur beaucoup de choses, parce que nous allons copier une loi française, nous ne la copions pas complètement et nous la copions quelquefois très très mal. Ce qui fait que dans la mise en application, quelquefois, nous sommes en train de fouler aux pieds le droit de certains individus, et je pense que ça c'est très très dangereux dans une république. Alors on va rester dans la forme avant le fond, vous l'avez dit. Pourquoi vous remarquez un silence de cathédrale pour faire un clin d'œil au nouveau pape à l'Assemblée nationale? Pourquoi? C'est parce que justement l'exercice est solennel. L'exercice est solennel, c'est d'une gravité extrême, parce que quand vous envoyez quelqu'un devant la haute cour de justice, vous ne lui donnez plus aucune occasion d'avoir un quelconque recours. Je pense que le juriste que j'ai en face de moi pourra mieux en parler. Mais en tout cas, la haute cour de justice est une juridiction qui rend des décisions en première et en dernière instance. La seule chose qu'on peut faire... Qui ne sont pas susceptibles donc de recours. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de cassation, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Donc si la personne est condamnée, vous voyez, c'est du définitif. Sauf si on fait une révision de procès, et vous savez que la révision d'un procès demande un certain nombre de choses qui font que ça arrive très très rarement. Donc je pense que c'est ce qui explique un peu la lourdeur de la chape qui pesait sur les députés. Mais en tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui à l'Assemblée nationale me semble assez léger du point de vue du comportement de certains députés. J'ai eu l'impression c'est vrai, le détournement de deniers publics est quelque chose de très très grave. La réduction des comptes est une exigence de la bonne gouvernance, mais il faut le faire toujours dans les conditions prévues par la loi. Et donc se réjouir qu'il y ait une juridiction d'exception qui va... parce que quand vous regardez la loi organique sur la haute cour de justice, il y a tellement de vide, c'est un fourre-tout, on peut presque faire tout ce qu'on veut. Et en plus, tu mets ensemble des magistrats, des députés qui n'ont aucune connaissance du droit.
Donc, je pense que c'est une soupe qui est un peu indigeste. Alors, on va aller dans le fond. Vous allez nous décrire un peu plus tard, après le vote de la mise en accusation, les étapes de l'instruction. Mais avant, il l'a souligné, selon vous, maître El Hamad Thiam, président de Justice sans frontières, quelle garantie offre la procédure devant la Haute Cour de justice en termes de droit de la défense? Bon, vous savez, avant de revenir sur cette procédure-là dont vous faites cas, revenons d'abord sur le texte lui-même, sur l'existant. C'est le texte qui pose problème aujourd'hui en phase. Si on est le Sénégal, on se targue d'être un pays de respect des droits de l'homme, un pays vraiment de respect des droits humains. On ratifie toutes les dispositions, tous les instruments internationaux sur les droits humains. Et aujourd'hui, on a ce texte-là qui est très scélérat, un texte qui est très lourd, une procédure inquisitoriale, une procédure, j'allais dire, tendancieuse, qui favorise plus le parquet que la défense. Alors que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, un dossier judiciaire, c'est comme un carrefour d'intérêt. Un dossier judiciaire, c'est un carrefour qui regroupe des intérêts divergents. Parce que le procureur qui est le maître de poursuite a des intérêts. La partie poursuivie a des intérêts. Le juge lui-même qui est censé dire le droit a des intérêts. Donc voilà pourquoi je dis qu'un dossier judiciaire, c'est un carrefour d'intérêts divergents entre des parties. Mais aujourd'hui, si on s'en tient à la législation qui organise, à la loi 2002, qui organise l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de justice, on sent vraiment que les droits de la défense sont bafoués du début à la fin. Et je vais y ajouter mieux, comme l'a dit le député Monté. Mais même les actes d'instruction même ne sont pas susceptibles de recours. Il faut commencer par ça. Les actes rendus par le juge d'instruction. Le procureur peut y faire un recours. Mais la partie défenderesse ou la partie qu'on poursuit, il va faire un recours. Et mieux encore, vous ne pouvez pas faire appel. Vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle aussi un recours devant la Cour de cassation ou la Cour suprême. Ce que vous pouvez faire, c'est la révision. Et la révision, la loi pose deux conditions pour pouvoir faire une révision. Il faut une erreur judiciaire d'abord, qui porte sur des faits. Ou bien lorsqu'il y a des preuves, nouvelles preuves, sur lesquelles qui pouvaient innocenter la personne qui sont poursuivies. C'est ces deux cas de figure-là que la loi offre. Mais est-ce que là, aujourd'hui, le droit qui organise la Haute Cour de justice, est-ce qu'il n'est pas pire que la CRI? Mais je pense que il n'est pas pire, parce que la CRI permettait de faire un recours devant la Cour de justice. Mais tellement, si une disposition, parce qu'on nous apprend nous en droit pénal, si un droit, une disposition législative ou judiciaire vous interdit une personne de faire appel ou une personne de faire un recours, ça ce n'est pas du droit, ce n'est pas une justice, c'est une justice scélérate. Moi vraiment, ce qui me déplore dans tout ça, mais puisque la loi c'est la loi, elle est ce qu'elle est, il faut qu'on respecte. Moi je suis un juriste, mais il faut dénoncer la loi. Prochainement, ça dit c'est pas d'enfermer les personnes. C'est-à-dire qui est important parce que l'État aujourd'hui il cherche ce qu'on appelle son argent. Parce que toutes les personnes impliquées, ils ont été poursuivis sur la base des, si vous voyez les actes d'accusation, il y a partout, on parle de l'article 152 à 155 et l'article 140 du Code de procédure pénale qui parle sur le détournement de deniers publics. Et je peux dire que dans ce cas de figure-là, je pense que c'est uniquement M. Mansour Faye qui a été poursuivi sur la base de l'article 45, 49 et 140 du Code de procédure qui parle de détournement de deniers publics et de complicité. Je pense que sur ce cas de figure-là, en matière de détournement de deniers publics, le principe, c'est la médiation pénale. Mais pour les autres, on les a trop chargés. Si vous voyez les actes d'accusation, il y a au moins des ministres qui portent sur les épaules 6 à 7 chefs d'inculpation. Et on verra maintenant avec l'instruction, si maintenant le ministre de maintenant actuellement la procédure nous sera, la résolution sont votées, c'est maintenant le président de l'Assemblée nationale qui va prendre sans délai. Là vous êtes à l'autre question que je voulais vous poser, les étapes de l'instruction maintenant, comment cela va se passer? Oui, avant l'instruction, je veux vous dire maintenant comment ce dossier va passer, comment le dossier doit attirer à l'instruction maintenant. Parce que le juge d'instruction ne s'autosaisit pas. Il est saisi soit par le ministère public, c'est-à-dire le parquet peut faire un réquisitoire introductif avec les chefs d'inculpation pour chaque dossier, le saisir le juge d'instruction. Actuellement, les accusations, les résolutions sont déjà votées. Maintenant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend maintenant les décisions pour les renvoyer sans délai au procureur de la République. Et le procureur de la République, aussi la loi le dit, il a 48 heures pour ce qu'on appelle la commission d'instruction. Et le président de la juridiction. Ces deux autorités judiciaires-là, il peut les saisir sans délai. Maintenant, c'est le procureur maintenant qui a la latitude maintenant de prendre un réquisitoire parce que les enquêtes ont été déjà menées au niveau de la DIC, parce que certains d'âge et les personnes témoins, les potentiels témoins ont été déjà auditionnés à la DIC. Maintenant, les ministres aussi, ça dépend aussi du procureur parce qu'actuellement, il est le maître de sa procédure. Il n'a pas encore donné au juge d'instruction. Maintenant, il peut aussi, pour des enquêtes complémentaires d'enquête, il peut envoyer à la DIC une unité d'enquête, soit DIC ou gendarmerie.
et envoyer un ministre pour audition complémentaire. Justement, ce n'est donc pas un procureur spécial qui est nommé auprès de la haute cour de justice. Non, les juges se connaissent, même c'est la loi qui définit même les rôles, c'est la loi, ils se reconnaissent. Toutes les personnes sont, parce que la loi qui organise la haute cour de justice, la loi 2002, il a dit les fonctions du ministère public sont assurées par quelle juridiction, par quel ministre? Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près de la cour suprême. Il se connaît. C'est lui qui est en fonction actuellement. Il est suppléé par l'avocat général. Les juges d'instruction, le président de la commission d'instruction est assuré par le premier président de la cour d'appel, et des magistrats qui sont choisis par l'assemblée de la cour d'appel. Et tout le monde se reconnaît parce que la loi a déjà défini les rôles. Maintenant, la manière va prendre forme. Et les jours vont venir déterminer. Alors, Théodore Monteil, est-ce qu'on ne risque pas d'instrumentaliser au plan politique cette juridiction spéciale quand on sait, vous l'avez dit, qu'il y a des députés qui doivent siéger? Alors, quel est votre avis là-dessus? Alors, je pense que c'est déjà instrumentalisé politiquement. Et moi, j'invite les Sénégalais à une relecture de l'article 101 de notre Constitution. Et j'invite surtout les constitutionnalistes à se pencher dessus. Je pense qu'il y a matière à se poser des questions sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce que l'article 101 de notre Constitution dit clairement que le président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation, écoutez bien la séquence du texte, il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale, il est jugé par la haute cour de justice. Après, il dit, alinéa 2, le Premier ministre et les ministres sont pénalement responsables de leurs actes qualifiés de crimes et délits. Ils sont jugés par la haute cour de justice. Donc il n'y a pas d'acte d'accusation ici. Et il va dire, en cas de complot contre la sûreté de l'État, la procédure ci-dessus leur est applicable. Ça veut dire qu'ils ne sont mis en accusation par l'Assemblée nationale que lorsqu'il s'agit d'un complot contre la sûreté de l'État. Et vous le verrez, à chaque fois qu'un ministre a été mis en accusation au Sénégal, c'est ce délit qui a été visé, complot contre la sûreté de l'État. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'était une forfaiture et un cirque. Une lecture claire de l'article 101 de la Constitution montre qu'on n'a pas besoin de mise en accusation en cas de crime et délit. On ne peut mettre en accusation les ministres que s'il s'agit de haute trahison, le ministre et leurs complices. Ça, donc, moi je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Dans ce pays-là, on a tendance quelquefois à fouler aux pieds les lois. Et ceux qui foulent aux pieds les lois, ce sont les plus hautes institutions du pays. Et quand ça se passe comme ça, après, c'est le désordre et tout peut arriver. Donc pour moi, la politisation est déjà là. La deuxième chose qu'on peut craindre en termes de politisation, c'est que c'est une juridiction où il y a des gens qui ne sont pas des... Comment on appelle ça? Ce ne sont pas des juges professionnels. Des juges professionnels. Ils n'ont aucune maîtrise du droit. Et on leur demande, à la fin du procès, de voter pour appliquer des peines. Donc moi, je pense que ça, c'est quand même très dangereux. Il faut qu'on fasse attention. Oui, Elamat, votre avis sur la question? Oui, je voudrais dire que... L'instrumentalisation... Mais ça dit la procédure telle que décrite par les dispositions légales. On ne peut pas ne pas parler de la politique là-dedans. Parce que quand on dit que ça dit la mise en action ou bien le visa qui vous permet de passer au purgatoire et pour terminer votre course à la guillotine, là ça veut tout dire parce que les députés qui vont préparer l'accusation et la renvoyer au juge judiciaire. Mais après c'est le juge judiciaire maintenant de préparer ce qu'on appelle la commission d'instruction pour peut-être s'il y a des charges suffisantes et concordantes de renvoyer ces derniers-là devant la haute cour de justice qui va statuer sur la base de quoi? Sur le vote. Même en cour d'assises, il n'y a plus de vote. Comment on peut, au moment où nous sommes, au moment où on parle des droits des gens, on parle de procès équitable, de procès neutre, impartial, d'un tribunal impartial, on compromet la liberté des gens par le vote. Vous n'existez dans aucun système judiciaire au monde. Même ici chez nous, avec le régime d'Abdoulaye Wade, on avait supprimé les jurés devant la cour d'assises. Et aujourd'hui, en 2025, on fait appel des gens pour voter, pour compromettre la liberté des gens, ou bien pour compromettre
le patrimoine des gens. Mais je pense que dans l'un ou l'autre cas, après cette procédure judiciaire-là, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à modifier ou à reformer cette haute cour du Sud qui est dépassée par le monde, qui est dépassée par les instruments internationaux en termes de représentation des droits de l'homme et les droits de la défense, de façon particulière. Vous parlez donc de droit international. Oui. À vous entendre, donc, la Haute Cour de justice est frappée par les mêmes tares, ou pire même que la CREI. Et vous l'avez presque dit, est-ce que cette Cour respecte les normes et standards en matière de procès équitable et d'indépendance de la justice? Mais sans appel, l'adhésion est non. Sans appel. C'est clair que l'adhésion est non. Vous savez, la Haute Cour de justice, c'est un héritage de la Révolution française. Les gens l'avaient mis en place pour guillotiner leurs adversaires, ce qu'ils appelaient les traîtres à la Révolution, etc. etc. La Révolution de 1789. Ça a été modifié plusieurs fois pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, et elle ne peut juger que le président de la République en France. Les ministres ne vont pas à la Cour de justice. Pas passibles de cette cour. Et en France, on te dit que l'initiative de la Haute Cour de la mise en accusation est exclusivement réservée à l'Assemblée nationale. Il faut 1/10 des députés pour initier la résolution de mise en accusation. Donc, eux, au moins, ils sont cohérents. Ils mettent en accusation des membres de l'exécutif. Donc, ils ne demandent pas à un autre membre de l'exécutif d'initier, parce que c'est même contradictoire. Est-ce que vous imaginez que le ministre de la Justice, qu'on ait besoin de mettre en accusation le ministre de la Justice, qui va écrire la lettre? C'est lui-même. Il va écrire une lettre pour se mettre en accusation. Ce n'est pas possible. Ça tombe sous le sens. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. L'esprit scientifique ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire, on a copié la loi française. L'article 101 de notre Constitution, c'est une copie textuelle de la loi française. Sauf qu'ils ont laissé le 3e alinéa de la loi française qui donne l'initiative de la mise en accusation à l'Assemblée nationale. Donc ici, je pense que non seulement du point de vue de la procédure, il y a des manquements, c'est ce que disait M. Thiam tout à l'heure, on ne doit pas avoir la paresse de revisiter nos textes. Le droit est devenu très technique. Et dynamique. Hein? Et comme voilà, dynamique, donc il est important qu'on revisite nos textes et qu'on les mette à jour. Et vous savez très bien que selon les intérêts de la majorité en place du moment, certains n'ont pas intérêt à changer quoi que ce soit, et c'est après, quand il y a changement ou autre, qu'on crie effectivement qu'il faut changer les choses. En général, c'est ça le problème. Vous savez quand c'est comme ça, quand on est dans une république où on légifère en fonction de la météo, si on légifère en fonction de la météo, on n'est plus dans une république. Parce qu'on se réfondait à demander pourquoi l'ancienne majorité n'a pas procédé à ces changements dont vous parlez. Il y a deux choses. Moi, je dis que, on a des législateurs paresseux. Ils ne lisent pas assez, ils ne visitent pas assez les textes. C'est extrêmement grave ce que vous dites. Oui, je l'assume, je le dis, je l'assume. La deuxième chose, c'est que on légifère en fonction des individus, ce que le droit n'accepte pas. Donc, ces deux choses mises ensemble, on est dans une république du désordre. Parce que on peut faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand tu es au pouvoir, quand tu as la majorité à l'Assemblée nationale, tu peux faire tout ce que tu veux et personne ne te dira rien du tout. Moi, je dis, encore une fois, il n'y a aucun texte qui permet au ministre de la Justice d'écrire à l'Assemblée nationale pour lui demander la mise en accusation d'un ministre ou du président de la République. Alors, Elamat, pour le président de la République, plusieurs fois, on a brandi l'idée de le mettre en accusation pour trahison. Et effectivement, selon vous, est-ce que c'est possible? Évidemment, parce que le président de la République est devenu injusticiable. C'est injusticiable. Oui, si le pouvoir en place a jugé qu'il y a des actes de prévarication ou des actes de nature à asseoir son inculpation sur tel ou tel fait, jugé délictuel ou criminel, dans ce cas de figure, l'Assemblée nationale va prendre la procédure habituelle. Mais comme il l'a précisé, comme l'honorable député l'a précisé, c'est seulement pour trahison qu'on peut effectivement, mais effectivement, je dis que dans l'exercice au Sénégal, de cette fonction ou dans le cadre de l'exercice de cette... Mais vous savez, aujourd'hui, au Sénégal, comme je dis, il y a beaucoup d'organes ou des organes auxquels la loi confère le droit d'interpréter la loi.
ici, au premier plan, ou privilégié, c'est le juge. Le juge, on dit même souvent que le juge est la bouche de la loi. Et c'est ajoute l'administration aussi a le droit d'interpréter la loi. D'où comme le député a le droit, les parlementaires ont le droit d'interpréter la loi. Mais ici, puisque une infraction pénale, c'est dans le code de procédure, on dit que pour poursuivre, il faut des infractions claires et des sanctions claires. Ce qu'on appelle, le respect de la loi pénale de forme et de fond. C'est-à-dire une incrimination doit claire et basée sur des sanctions claires. Mais aujourd'hui, jusqu'au moment où nous sommes, dans notre corpus pénal, la haute trahison n'est pas encore définie par aucune disposition. Même la Constitution, il l'a prévu, mais il ne l'a pas défini. Même dans le code pénal, il n'y a aucune disposition du code pénal ou du code pénal qui parle de haute trahison. Donc, sur quelle base on peut poursuivre une personne sur la base d'une infraction qui n'a pas de définition? C'est-à-dire l'infraction n'est pas caractérisée. C'est comme on parle ici l'infraction qui parle de l'article 255 qui parle de 254 qui parle de l'offense au chef de l'État. Ça aussi, il y a une disposition suivante qui parle que une infraction avec un ministre qui a les mêmes à qui le président a conféré certaines dispositions que le procureur vise souvent. Je dis que c'est une infraction qui a été créée, le procureur peut viser cette infraction, mais à la base l'infraction n'est pas caractérisée. Voilà pourquoi ça pose problème. C'est ça. Tout comme ici, le haute trahison, c'est une infraction qui est prévue par notre Constitution, mais ce n'est pas caractérisé. Voilà pourquoi ça pose problème. C'est ce qu'on appelle le vagabondage juridique. Vagabondage juridique. Voilà. Tout un programme. Ça s'appelle l'égalité en droit pénal. Ouais. Alors, il faut des infractions, des exonérations claires et des sanctions claires. La loi béninoise a réglé ce problème. La loi béninoise a réglé ce problème. Et après avoir dit comment on poursuit le président de la République, il définit les différentes infractions. Effectivement. Et la haute trahison, il dit voilà ce que c'est que la haute trahison, voilà ce que c'est que l'offense à l'Assemblée nationale, voilà ce que etc. Alors, c'est des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire ça peut nous poser problème un premier jour, ça ne devrait pas arriver une deuxième fois. Ce qu'on appelle les éléments constitutifs de l'infraction. Alors après cette affaire, qu'est-ce que vous préconisez pour que les choses changent, que les choses bougent? Vous avez été à l'Assemblée nationale. Ce sera à l'initiative d'un député de la majorité, de l'opposition, ce sera compliqué. Il faudrait qu'ils se parlent. Comment est-ce qu'il faudrait faire? C'est ce que je préconise depuis le début. C'est-à-dire un texte juridique, il ne doit pas être figé. Il doit être relu, il doit être réanalysé, mais on doit le faire relire par des professionnels du droit. Par des gens qui connaissent la légistique. C'est-à-dire un député tout seul ne peut pas se lever et écrire une loi. C'est vrai que l'initiative de la loi appartient au président de la République et aux députés, mais le président de la République n'écrit jamais une loi. Ce sont ses conseillers qui écrivent et qui lui donnent. Donc le député ne peut pas s'enfermer tout seul et écrire une loi. Il doit se faire aider par des spécialistes de la chose. Donc aussi bien notre constitution, notre règlement intérieur et certaines lois organiques devraient être relues parce que quelquefois même ils entrent en contradiction entre eux-mêmes. Et ça c'est pas bon. Alors Théodore Monteil, selon vous, quel impact sur le dialogue appelé à la fin du mois par le chef de l'État? Bon, ça aura forcément un impact sur le dialogue parce que quand vous appelez vos adversaires politiques à une concertation et qu'en même temps ils sont sous le coup de la loi, bon, vous savez, en matière de politique, c'est pas la vérité qui compte, c'est l'opinion qui compte. Si l'opinion qui ressort de façon globale, c'est qu'il y a chasse aux sorcières ou qu'il y a acharnement ou qu'il y a une espèce de revanche, ça peut entacher demain la tenue du dialogue. Mais en tout cas, moi personnellement, je ne le souhaite pas parce que je pense que le Sénégal ne peut pas faire l'économie de cette grand-messe qui va nous permettre quand même de mettre à plat. Moi, j'ai reçu les TDR, je les ai vus. Et vous serez au dialogue? S'il m'invite, j'y serai. Pour le moment, j'ai reçu les TDR. Si je suis invité, j'y serai. Si vous recevez les TDR, c'est que vous serez convié. Peut-être que je serai convié, mais pour le moment, je n'ai pas reçu l'invitation. Si je reçois l'invitation, j'y serai. Parce que je pense que il y a quand même des choses sur lesquelles les Sénégalais, en tout cas la classe politique, doit parler avant d'entamer le reste. Alors, Ella Martiam, vous êtes membre de la société civile en tant qu'acteur. Est-ce que vous avez été convié? Si vous êtes convié, naturellement. Est-ce que vous irez? Naturellement, parce que nous réfléchirons, travaillons. Et vous serez porteur de quelles idées? Bon, des idées, sur l'ensemble de réformer la justice. Parce que nous, notre point focal, c'est réformer la justice, que toutes les personnes se sentent vraiment le droit à leur côté, à chaque fois qu'ils se sentent lésés dans leur droit, que ce soit les droits fondamentaux ou bien les droits naturels. En tout cas, on est là pour porter ce flambeau-là
Et si nous sommes conviés, naturellement, nous allons réfléchir parce qu'on ne peut pas être dans un pays, mener des activités dans ce pays, alors que l'État a besoin de vos idées, alors que vous faites... Non, on ne va pas faire si on nous invite, nous y serons, Inch'Allah. Merci beaucoup, Maître Ella Batiam, président de Justice sans frontières. Merci également à vous, Théodore Montel, ancien député. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.